Salut et bienvenue dans Spleen Potato. Comme la fin de l'année approche à grands pas et que je pars bientôt des frontières de la France, j'avais envie de faire un petit hommage aux dessins animés français qui ont fait mon enfance et peut-être la vôtre. Donc installez-vous avec une baguette de pain et un verre de vin rouge. Alors si vous ne voulez pas de l'alcool, ne remplacez pas ça par du soda, c'est dégueulasse, c'est plein de sucre, c'est pas bon pour la santé, tout ça, prenez de l'eau, c'est beaucoup mieux. Et c'est parti. See all color shows in living color. On l'ignore peut-être, mais la France fait partie de la cour des grands en ce qui concerne la production de dessins animés. Et on pourrait aussi parler du cinéma d'animation français, qui est un tout autre sujet. Alors oui, on en produit moins que les Américains ou les Japonais, mais au niveau européen, aucun autre pays ne peut rivaliser, que ce soit par le nombre de séries ou la capacité à les exporter. Est-ce que vous pouvez me citer une autre série animée allemande connue à part Simsalagrim? Une série animée suédoise connue à part Fifi Brindacier? Une italienne connue à part Geronimo Stilton? Une série animée britannique connue qui ne soit pas ces trucs chiants? Du coup, nous allons nous intéresser à cette profusion d'animation francophone et ses spécificités sans plus tarder. Et je dis francophone car je me suis dit qu'il serait intéressant d'intégrer également nos amis du Canada francophone qui possèdent également une riche production. J'aurais pu rajouter d'autres pays francophones comme la Suisse, mais le seul dessin animé connu qui a un petit peu dépassé les frontières helvétiques, ben ça se compte sur le doigt d'une main. Donc ça limite un peu l'intérêt. Avant de revenir à vos séries d'enfance, je tiens à faire un très bref historique de l'animation télévisée depuis les années 60, c'est-à-dire lorsque les premiers téléviseurs ont commencé à remplir les salons français. En France, la plupart des séries jeunesse des années 60 sont des divertissements mettant en scène des marionnettes ou utilisant la stop motion. Seuls les Shadok en 1968 se distinguent vraiment de ce genre de spectacle. La fin des années 70 voit arriver la première série Il était une fois, créée par un Français mais en collaboration avec des studios italiens, japonais et canadiens. Une production très internationale donc. En 1981 viennent les Schtroumpfs, en 1982 les Contes de la rue Broca et en 1989 Babar. On est encore sur du très enfantin, rien qui ne soit très impertinent, rien qui ne transpire l'accent et l'énergie des mangas japonais et cartoons américains donc, ce qui ne les empêche pas d'être de bonnes émissions. Mais un mouvement est lancé avec le succès de la série des Schtroumpfs, l'adaptation de bande dessinée franco-belge. Clairement l'une des marques de fabrique de l'animation française encore à ce jour. En effet, en France, la mise en valeur du patrimoine de la bande dessinée se matérialise par des séries animées. Et des films aussi quand on y pense. Ce n'est pas un hasard donc si en 1991 et 1992 sortent respectivement les séries Lucky Luke et Tintin. Et si l'on jette un coup d'œil plus loin, l'adaptation BD et série animée, elle s'est poursuivie depuis. La série Tintin est un petit classique et Madeleine de Proust pour beaucoup d'entre nous puisqu'elle a été longtemps diffusée à la télévision. La série a tellement marqué les esprits que son générique absolument magnifique avec ses notes de violon sera repris dans l'adaptation de Spielberg. On adapte également les contes datant des années 30 comme Le Chat Perché ou Père Castor. Vous l'aurez compris, l'animation française de l'époque à la télévision, c'est surtout un travail d'adaptation de la littérature jeunesse. Après bien sûr nous n'avons pas attendu si longtemps pour nous investir dans l'animation puisque des studios français participaient déjà aux côtés de studios étrangers à produire des séries comme Les Mystérieuses Cités d'Or ou Ulysse 31. Mais vous voyez que les séries majoritairement made in France, ça courait pas forcément les rues. Ce qui nous arrive aussi en France, c'est de mettre en scène notre très longue et très riche histoire. Enfin, ce qu'on veut montrer, hein. On le voit dans la série Cartouche qui parle du célèbre voleur du même nom ayant vécu au XVIIIe siècle, ou encore Albert le 5e mousquetaire qui, au vu de la période choisie, n'aurait jamais pu être produit ailleurs qu'en France. On y suit les aventures d'Albert, qui est un mousquetaire du coup, et qui doit sauver un Louis XIII complètement con des complots du cardinal Richelieu et de son associé Milady. Le but ici, c'est pas vraiment de faire un cours d'histoire, surtout vu les libertés que la série se permet par rapport à l'époque, mais sinon c'est un dessin animé plutôt sympa, malgré le fait que le dessin paraisse un peu cheap, il faut bien le reconnaître. Mais si on ne prend pas ça très au sérieux, certaines blagues marchent plutôt bien. J'adore jouer à la démocratie. Sinon, en 1997, il y avait aussi les aventures de Franklin. Enfin, aventure c'est un grand mot vu que la péripétie majeure c'était de réussir à lasser ses chaussures sans mourir de stress, et de finir l'épisode en rigolant très fort. Rien de très important à dire sur cette série canadienne, si ce n'est que petit 1, les personnages secondaires avaient des voix super crispantes. Waouh! Tous les pétales se sont envolés! Waouh! Waouh! Et que petit 2, le générique était assez tendancieux dans ses messages quand on y pense. Et c'est Franklin, il entre chez toi, il entre chez toi. Heureusement que la même année sortait le dessin animé Tom Tom et Nana pour les gens qui en avaient marre de voir Franklin et ses amis beaucoup trop sages. Enfin une série qui parle de sales gosses, d'enfants très créatifs qui ont besoin de canaliser leur énergie.
L'année 1997 rafraîchit d'autant plus l'animation de télé française que sort Les Zinzins de l'espace. On y suit les péripéties d'une bande d'aliens déjantés qui sont coincés sur Terre et qui louent une maison terrienne en attendant de pouvoir rentrer sur Sigma B, leur planète. Chaque alien avait sa personnalité. Ethno était l'intellectuel tantôt gentleman, tantôt prétentieux. Gorgeous est la brute épaisse de la bande, toujours à se goinfrer et à râler. Candy est le psychomaniaque hyper stressé qui... Oui, vous avez bien entendu. Le et pas la, car Candy est un alien masculin malgré ce que l'on peut croire, et l'un des premiers personnages ouvertement homosexuels de la télévision française. D'ailleurs, l'un des personnages les plus hilarants de la série du fait de ses crises de colère suscitées par la bêtise insondable de ses colocataires. Parenthèse intéressante, on note que de par son homosexualité, Candy est traitée par les autres aliens comme une femme, notamment lorsqu'on parle de tâches ménagères. Un commentaire intéressant sur les liens entre homophobie et sexisme. Bref, il y a aussi Stéréo, l'alien à deux têtes, et enfin le stoner abruti de la télévision, Bud, qui selon les mots de Candy... Tu vas bientôt avoir 340 ans et tu te comportes encore comme un gamin de 112 ans. La série est énergique, drôle, colorée et aussi surprenant que cela puisse paraître, très critique sur les questions sociétales liées au genre et à la consommation. Les Zinzins de l'espace connaissent ainsi un succès immédiat. On sent clairement l'influence des cartoons américains de Cartoon Network et Nickelodeon dans le style et l'humour de la série, ce qui explique sûrement la facilité qu'elle a eue à s'exporter hors de France. Une influence que l'on retrouve aussi dans Oggy et les cafards, une série sortie l'année suivante et qui met en scène un autre type de colocation difficile, celle de Oggy et... des cafards quoi, c'est dit dans le titre. Alors je vais dire une opinion assez impopulaire, mais contrairement à beaucoup de personnes de mon entourage, je n'ai jamais eu beaucoup d'intérêt ni beaucoup de plaisir par rapport à cette série. Franchement, je lui préférais de loin Tom et Jerry, autant dans la qualité d'animation que les personnages. Néanmoins, elle a eu un grand succès dans l'Hexagone et à l'étranger. Mais pour être honnête, quitte à regarder une série de personnages muets, je pense que je préférerais encore regarder les aventures d'une mouche. Première raison parce que ça dure 5 minutes contre 7 pour Oggy et les cafards, et deuxième raison, je l'ai toujours trouvé empreinte d'une plus grande poésie. Il y a des épisodes tranquilles, il y a des épisodes plus dans l'action, et l'effet d'échelle du fait de la taille du protagoniste permet beaucoup de créativité. Dans le tout début des années 2000 sortaient également les séries adaptées des bandes dessinées Marsupilami, Titeuf et Cédric, qui étaient largement diffusées. Particulièrement dans le cas de Titeuf, où généralement les histoires et les gags ne durent qu'une page, la série a permis de développer de nouvelles histoires sur une plus grande durée. Et donc c'était intéressant même si vous connaissiez déjà le travail de Zep. Dans les trois cas, l'animation était propre, les histoires très sympathiques et les doublages de grande qualité. Après, rien de trop à dire, si vous aimiez ces BD à la base, il y avait de grandes chances que leurs adaptations soient à votre goût. Dans le cas du Marsupilami, charmant animal vivant dans une caricature de dictature sud-américaine appelée la Palombie, les séries successives ont même rajouté des personnages peu mis en avant ou étrangers à la bande dessinée originale, comme le braconnier Back Alive, ou la famille Dujardin dont la mère, qui est une chercheuse, a apparemment obtenu la plus généreuse et longue bourse de recherche du monde. Ouais, d'ailleurs, faudra aussi qu'on m'explique pourquoi en Amérique latine, le batelier il a un accent du sud. Eh, tombe pas à l'eau, Pichou, parce qu'avec ces piranhas-là, les requins à côté, c'est de la rigolade. Non, après je râle, mais la deuxième saison, c'était ma préférée car enfin il y avait plus de dialogue humain. Parce que oui, il y a quand même eu 5 saisons différentes avec des styles graphiques eux aussi très différents. Donc il y en aura forcément une qui vous plaira, même si plus les séries passent, moins j'apprécie les musiques de générique. Mais sinon c'est une série très drôle et dynamique, et les quelques blagues sur la corruption en Amérique latine font leur petit effet. Bill, bienvenue en Palombie. Face, veuillez présenter vos bagages. Je vais passer très vite sur un certain nombre de séries, soit parce que je ne les ai pas vues, soit parce que d'autres en ont déjà dit assez, soit parce qu'elles sont un petit peu chiantes. Bonjour, bonjour, amis de toujours. Non, c'était pour la blague, mais en fait c'est mignon comme série. Si vous êtes du fandom de Prudence Petit Pas, je m'en excuse. Bref, c'est pour ces raisons que je ne parlerai pas de Code Lyoko, car le JDG a bien résumé mon sentiment sur cet animé où les personnages ont des fronts si larges qu'ils me feraient presque apprécier les jeux gigantesques ridicules de certaines lolitas dans les mangas. Mais si vous voulez juste me l'entendre dire, oui, le générique, il est trop bien. Et un animé qui se passe en France, c'est toujours sympa à prendre, même si en vrai ça ne change pas grand chose à part de dire « Oh regardez, ils utilisent l'euro, ils sont comme nous, moi j'aime bien quand ils sont comme nous !» On va aussi passer rapidement sur le collège Rhinovelos, juste pour se poser collectivement la question de pourquoi l'antagoniste fantôme se fait chier à créer des machines et des complots pour envahir le collège afin de changer un zéro qu'il a eu quand il était élève. Le mec il construit des machines pour remonter le temps, pour se téléporter, pour terraformer l'environnement, et la seule marque de reconnaissance qu'il souhaite c'est changer une note quand il était collégien. Remarquez, c'est peut-être rassurant pour l'humanité qu'il n'essaye de faire que ça en fait. Tiens d'ailleurs, pour introduire deux autres séries, une des caractéristiques du dessin animé français c'est qu'on y joue au football. Et cela n'a rien d'évident, notamment quand on est nord-américain où ce sport est beaucoup moins représenté à l'écran car le foot a beaucoup moins la cote là-bas que le hockey, le baseball ou le football américain.
Du coup en France sont sortis en 2005 et 2006 Foot de rue et Galactic Football. Ah c'est vrai que 2006 c'était une super année pour lancer une série sur le foot. Vive la France! Le mieux dans tout ça c'est que Foot de rue est une production franco-italienne. Vous imaginez un peu l'ambiance dans le studio de production après le coup de boule de Zidane? Heureusement dans l'animation, on arrive beaucoup mieux à apprécier ses voisins. D'ailleurs, la diversité ethnique était bien présente, même si la vraie preuve de tolérance dans la série, c'était le fait que les enfants acceptent que les jumeaux Tarek et Nordine se fassent surnommer Techno. Parce que moi j'aurais pas pu. Du côté de Galactic Football, c'était un autre genre, beaucoup plus épique et futuriste, ce qui me plaisait beaucoup plus étant donné que je ne suis pas vraiment un très grand amateur de foot. Puisque l'on parle de turfu, en 2004 sortait Zoé Kezako et c'était super cool. Il y avait des robots, des lasers et de l'action et... Ah en fait je me suis trompé dans mon texte. En 2004, il y avait Atomic Betty. Enfin une série d'action jeunesse de type Johnny Robot qui sortait d'une production franco-canadienne. Et tout animé sur Flash. On y suit les aventures de Betty qui est une jeune fille vivant dans le Saskatchewan au Canada et qui découvre à 12 ans qu'en plus d'avoir sa puberté, elle est un alien qui a des pouvoirs magiques. Elle intègre ainsi les Gardiens Galactiques. Toute ressemblance est fortuite. Un groupe qui combat le crime interstellaire composé entre autres de Sparky et X5, deux sidekicks assez drôles ayant chacun des personnalités très distinctes. Son ennemi, le seigneur Maximus QI, est accompagné d'un sbire étrange nommé Minimus qui a deux têtes, une colérique et une affective. Ce sera un moyen intéressant de varier les personnalités du personnage si lorsqu'une de ses têtes s'exprimait, l'autre n'était pas inerte dans son dos, ce qui m'a toujours perturbé. À part ça, c'est une super série sans prétention, qui nous envoie dans un univers très coloré et plutôt cool. Enfin, peut-on décemment faire un épisode spécial France sans parler de Martin Matin? Créé en 2003, on y suit les aventures du jeune Martin qui a la particularité de, chaque matin, se changer en quelque chose pour la journée. Ça peut être un robot, un magicien, un pompier, un cow-boy, un vampire... Bref, c'est plutôt malin de représenter ainsi les rêves de beaucoup d'enfants consistant à s'inventer une vie. Moi j'imaginais que j'avais des amis. Même si là, pour le coup, c'est pas vraiment choisi. Et donc autant c'est plutôt marrant de se transformer un jour en viking, mais c'est beaucoup plus chiant de se réveiller en quinquagénaire. Et j'adore comme tout le monde s'est habitué à ça, genre à part s'étonner de temps en temps, ils se foutent complètement de savoir par quelle magie c'est possible. C'est super chelou, ça marche comment ce truc? Genre dans l'épisode où il est milliardaire, il manipule bien d'énormes sommes d'argent, et dans plein d'autres épisodes, des personnes bien réelles apparaissent, donc ils deviennent quoi ensuite? Et le premier qui me fait une théorie du genre, oui en fait, il était dans le coma, il s'en prend une. Sinon il était aussi accompagné de son meilleur ami, Gros Mot, dont les parents lui ont donné toutes les chances de réussir dans la vie avec un tel prénom, et Roxane, qui est un peu une Nadia du pauvre, mais beaucoup moins violente. En bref, une série très sympa et jamais répétitive, ce qui est loin d'être toujours le cas dans les séries animées. Et ils ont même refait une saison 4 en 2018 d'ailleurs. Et malheureusement, Martin ne s'est transformé en aucun des personnages de ma liste pour ruiner l'innocence des enfants. Oui, j'ai une liste comme ça. Je ne suis pas donc monté au-delà de 2006 pour des raisons de cohérence avec le thème, et donc je n'aurais pas parlé de Wakfu qui était sorti en 2008. Un jour je ferai un épisode pour toi, triste pain. Promis. Et de la série Ladybug qui fait beaucoup parler d'elle aujourd'hui. Voilà, c'est tout pour cet épisode spécial consacré aux séries d'animation françaises, et j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas non plus à liker, à vous abonner, à partager la vidéo, etc. Sur ce, je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année, et prenez soin de vous. A plus.